Il est 8h46, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner de l'actu ce matin avec Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Christophe Bordet. Vous nous appelez 0800 26 300 300 si vous aussi vous voulez balayer l'actu. Peut-être que balayer comme vous y allez. Oui, justement sur des sujets qu'on ne va pas évoquer et que vous avez envie d'évoquer. Oui, absolument, avec des auditeurs qui peuvent nous appeler aussi, bien sûr, pour lancer en fait les débats. Je croyais qu'il y avait en fait un auditeur déjà qui avait appelé, qui était en ligne. Nous allons voir ça dans un instant. Il y a une question qui a été évoquée ce matin, Christophe Bordet, Elisabeth Lévy et Françoise Degois. Parmi tous les sujets, Bruno Retailleau, qui était notre invité tout à l'heure, des Républicains, disait Emmanuel Macron va ce soir à Rodez, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû aller plus tôt à Rouen? Et ça changerait quoi concrètement? Non mais c'est la question qu'on peut se poser. Moi je l'ai écouté Retailleau tout à l'heure. Je me suis dit c'est bien de faire de la communication, d'aller sur le terrain, etc. Très bien. Mais ça changerait quoi concrètement? En soutien. Mais en soutien, oui d'accord, mais c'est pas ça qu'on attend. Ce que l'on attend, c'est des résultats d'analyse et savoir si oui ou non on aura un cancer dans 10 ans quand on habite à Rouen. Quand vous écoutez aujourd'hui les gens qui habitent à Rouen, qui vont dans leur jardin, qui vous montrent les traces. Vous n'êtes pas obligé de crier. Non mais parce qu'elle m'énerve. Quand vous voyez les traces noires sur le mobilier de jardin par exemple, les gens disent quoi? Nous, on veut savoir si on va être malade dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, on a peur. Voilà ce qu'ils veulent les gens. Ni plus ni moins. Moi je suis un peu, vous savez que je suis pas une fanatique du gouvernement Macron, tant s'en faut, c'est un euphémisme. On n'avait pas remarqué. Mais honnêtement, cette récupération politique de Rouen commence vraiment à me prendre la tête. Vous avez Ruffin qui fout le feu à l'Assemblée en expliquant on nous cache tout, on nous dit rien. D'accord, mais on nous cache tout, on nous dit rien. Quel intérêt a un gouvernement aujourd'hui de ne pas jouer la transparence? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle dans les situations de crise et qu'ils sont comme les copains, ils attendent. Retailleau ce matin chez nous, excellente interview au demeurant. On va pas utiliser tout pour s'opposer. Rouen. Il l'a dit. Non, mais oui, d'accord. Alors Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire à Rouen à part des selfies en disant ça va passer, serrer des louches? Quel intérêt ça hein? Il y a déjà Édouard Philippe qui est sur le terrain. Moi, je pense en plus de ça que les gens n'ont pas envie d'avoir forcément le président de la République. Je suis d'accord avec Bordet. Je suis saturé de cette manie, si vous voulez, de l'utilisation de tout par tout le monde. Après, moi, je pense qu'il y a des vrais combats à mener contre Macron, mais pas ça. Là où ça colle pas sur l'image de Macron, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire encore dans la presse écrite ce matin que le nouveau Macron est arrivé. Le nouveau Macron proche des gens, donc il va à Rodez effectivement sur les retraites cet après-midi. À la fin de la semaine, il va fêter les 100 ans du journal La Montagne. Et là aussi, c'est pour nous dire, voyez, comme il est proche des gens, comme il est proche du pays, etc., etc. Alors effectivement, dans ces conditions-là, il devrait aussi aller à Rouen, effectivement, comme ça il serait proche du peuple. C'est pas ça. On pourrait peut-être déjà se demander si c'est tout à fait. Non, mais moi, je souscris à ce que viennent de dire mes deux camarades. Ils parlent d'or. Et non, mais je suis très sensible aussi à ce que vient de dire Françoise. Je trouve effectivement que cette façon de jouer avec ça, de jouer sur les peurs. Ça, c'est vraiment un truc qui est pas bien. Je trouve que c'est pas bien. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est indispensable de nous recommencer ces grands raouts? Est-ce que ça va faire avancer la question des retraites? Oui. C'est-à-dire, vous demandez s'il doit plutôt aller à Rouen. Moi, je me demande s'il doit vraiment aller à Rodez. Exactement, on est d'accord. Ne criez pas. Il y a Chantal qui est avec nous justement au 0826 300 300. Oui, ne criez pas parce que sinon on ne s'entend pas. Ce serait dommage. Vous êtes tellement passionnant. Chantal, bienvenue. Et n'énervez pas Cécile. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. C'est un faux grand débat. C'est un vrai faux grand débat. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que tous les services publics sont maltraités. Tous les gens qui travaillent dans les services publics sont maltraités, sont acculés au suicide. Et pourtant, ces messieurs, dames, continuent de détruire et de maltraiter ces services publics dont nous avons tous besoin. Bon, ça, alors, le jour où on pourra faire la convergence, entre guillemets, ça sera formidable. Parce que ça suffit quand même. Bon, ensuite, si vous voulez, Rodez, aujourd'hui, ça va être ville morte. Moi, je fais partie des Gilets jaunes et les Gilets jaunes de Saint-Afrique des Gilets jaunes de Saint-Afrique vont essayer de monter à Rodez. Mais ça va être peine perdue parce que ça sera truffé de CRS, de toute façon. Oui, bien sûr. Forcément. Donc ensuite, si vous voulez, le problème, nous, les Gilets jaunes, là, à Saint-Afrique, on est en train de faire un RIC, un référendum
d'initiatives citoyennes expérimentales sur Saint-Afrique pour montrer essayer de faire prendre conscience aux gens qui peuvent reprendre un petit peu du pouvoir sur leur vie, éventuellement. Sur quoi, Chantal, vous êtes à Saint-Afrique dans l'Aveyron, sur quel thème? Ça a été très, très démocratique, c'est-à-dire que là, on a 40 propositions qui viennent des citoyens, et maintenant, on va faire des soutiens à ces propositions, et donc sélectionner 3 en fonction du nombre de soutiens, sélectionner 3 propositions et faire voter les gens en novembre. C'est très expérimental parce que c'est fait en très peu de temps, par exemple. Ah bah c'est bien, mais alors mais précisément, alors sur quoi? Quelles sont les questions? C'est tout complètement local. Alors, je ne peux pas vous dire les propositions encore, il y en a 40. Ah bon? C'est la vie de Saint-Afrique, quoi. C'est la vie de Saint-Afrique, en fait, sur la vie quotidienne des gens. Oui, sur le local, sur Saint-Afrique. Ah non, mais ça, je trouve ça particulièrement, en fait, intéressant. Non, mais ça, c'est vrai que des référendums locaux, alors à condition après de pouvoir les suivre et puis et les faire remonter. Et surtout, il faut voir l'intérêt général. Il ne faut pas voir que l'intérêt particulier. Hein. C'est souvent ça le problème, quoi, aussi. Mais les référendums locaux existent déjà. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit sur les services publics. C'est-à-dire ça dépend où et pourquoi. Alors, c'est intéressant. Moi, ça me convient particulièrement sur le plan de ma sensibilité, mais par esprit d'escalier, par rapport à ce qu'elle a dit sur le suicide, on se rend compte à quel point finalement le suicide de Christine Renon, cette directrice d'école en Seine-Saint-Denis, a vraiment touché le pays profond. Il y a un questionnement qui se fait sur ça. On a déjà eu France Télécom qui avait été véritablement un traumatisme national, hein, même si c'était au ralenti, parce que pendant des années, des mois en tout cas, la direction avait nié, et puis quand on est face à la masse, on se rend compte qu'il y a un problème de souffrance au travail, et je suis frappée de voir à quel point les gens sont très très concernés par ce qui s'est passé par cette directrice d'école dont on a pu lire la lettre, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est extrêmement poignante. Et à France Télécom, on a bien vu, le procès a montré que dans le fond, on avait une direction à qui on avait fixé un certain nombre d'objectifs, on n'avait pas trouvé d'autres moyens de réaliser ces objectifs que d'avoir les gens à l'usure. Et c'est ça, je pense qu'il y a changement le changement de statut. Ce qui se passe à l'école, c'est tout à fait autre chose, parce que ça fait des années qu'on entend des profs dire qu'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie à l'intérieur des établissements, puis des proviseurs dire qu'ils ne sont pas soutenus à leur hiérarchie par rapport à par le ministère quand ils ont des problèmes, la question de la violence, la question de la laïcité à l'école qui est piétinée dans un certain nombre d'endroits et enfin qu'on a beaucoup de mal à faire respecter et sur laquelle tout le monde dit oh là là, tout le monde regarde ailleurs et dit il faut surtout rien faire. Rappelez-vous le hashtag de l'an dernier, je ne le retrouve pas. Des profs, le hashtag des profs. Leur ras-le-bol, c'est bon, je sais plus quoi. J'arrive pas à le retrouver. Mais c'était du genre pas de vague. Pas de vague. C'est le leitmotiv de l'éducation nationale depuis des années. Quand il y a un problème, on regarde ailleurs parce que ça stigmatiserait, ça ceci, ça cela. On connaît la musique. Et je pense que ça c'est très grave. Il y a un problème spécifique à l'éducation nationale. Non mais c'est même plus large que ça. C'est même plus large que ça. La convergence, ce que je fais avec France Télécom, c'est évidemment pas. La convergence, c'est sur la perte de sens. Tous les professeurs depuis cette affaire expliquent la perte de sens, les ordres, les contre-ordres, les désordres, les changements permanents finalement de modèle éducatif, de réforme. Il y a une espèce les rythmes scolaires. Et tu retrouves, moi France Télécom, j'ai vachement suivi ce dossier, vraiment. Mais allez voir ce qui se passe dans les ESPE qui ont remplacé les IUFM. On enseigne toujours. Juste une chose plus largement par rapport à l'école aujourd'hui, et c'est ce que disait une directrice d'école hier dans Les Vraies Voix, c'est que le problème qu'ils ont dans un certain nombre d'endroits, c'est que le dernier service public qui existe, c'est quoi? C'est l'école. Et donc les parents, ils font quoi? Parce que les parents, oui, c'est de plus en plus difficile de les gérer. Mais c'est parce que les parents comptent sur l'école pour tout faire. Et qu'à un moment, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Donc le problème, il est là. Qu'est-ce que l'on fait pour remettre de l'huile dans les rouages, pour que les services publics reviennent dans un certain nombre d'endroits et que l'école ne soit pas finalement l'entonnoir, le dernier point sur lequel on peut s'appuyer, quelles que soient les difficultés que l'on ait personnellement ou avec ses enfants. C'est ça le problème. Les profs sont pas des psys, quoi. Est-ce que, Chantal, ça fait partie de vos préoccupations dans l'Aveyron aussi à Saint-Afrique?
complètement, mais c'est plus particulièrement la santé. Parce que moi, quand je parle des services publics, je parle de la santé, des EHPAD, des hôpitaux et des services des impôts qui ont manifesté dernièrement et qui sont en train d'être supprimés, par exemple à Sainte-Afrique, ou en tout cas minimisés. Les services. Alors, il n'y a pas que les directrices d'école qui se suicident, malheureusement. Ah bah non. Il y a les pompiers, il y a les policiers. Les policiers aussi, à qui on fait faire des choses qui sont en dehors de leur code de déontologie. On va en reparler dans un instant. Et puis, les suicides les plus fréquents et les plus terribles, et on en parle un peu moins, c'est les suicides des agriculteurs. Il y en a un par jour. Oui. Un par jour, en fait, dans l'agriculture. Et là, il n'y a pas une forte mobilisation, en fait, autour de ça. Il y en a eu en 2010-2011, je me souviens, il y avait une grande manif très forte pour les producteurs de lait, parce que c'est surtout chez les petits producteurs de lait. On tape dessus, on continue, et il y a un par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on se lève, et effectivement, en France, il va y avoir, alors qu'ils sont moins nombreux, il n'y a plus que 500 000, en fait, exploitations, et il y en a un par jour. C'est d'ailleurs très bien résumé dans le film qui est sur les écrans, Au nom de la terre. Justement, il faut quand même rappeler que sur cette question de l'agriculture, moi, pardon, si on est passé, non, mais juste, il y a quand même une écologie qui se fit, il y a une certaine écologie, je ne veux pas mettre ça dans le même sac, tout le monde dans le même sac, qui se fout complètement du sort des agriculteurs. Et franchement, sur la question des pesticides, qu'on est juste, qu'on se soit pas demandé. Non, mais on peut pas prendre des règles comme ça brutales en se foutant des conséquences. Bon, il y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses parce qu'ils sont surtout endettés. Restez avec nous. On en parle dans 5 minutes maintenant. Restez avec nous. Le 0826 300 300 pour participer à ce débat avec Elisabeth Lévy, Christophe Bordet et Françoise Degois ce matin, et faire monter en tout cas les sujets qui vous intéressent. Appelez-nous maintenant, on vous attend, ou envoyez-nous des messages sur Twitter. Oui, policiers en colère, Zemmour, transparence, en fait Rouen, les retraites aussi à Rodez, on l'évoquait en fait tout à l'heure, et on évoquait, on peut continuer effectivement sur ce thème du malaise dans beaucoup de professions, hein. Christophe Bordet, Françoise Degois et puis Elisabeth Lévy, notamment aussi parce qu'il y a ce mouvement dans l'éducation nationale des directeurs de l'école qui se sentent un peu opprimés aujourd'hui par l'ensemble des réformes, et ce qu'ils disent, c'est un rouleau compresseur en fait de l'administration, et ils ont du mal à faire face. Opprimés et abandonnés, c'est-à-dire à la fois persécutés et abandonnés en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose aussi sur les policiers qui est vraiment le grand malaise. Il y a quand même deux fonctions pour moi qui sont fondamentales. La police, c'est la police de la République. Voilà. C'est parce qu'aussi la démocratie, elle est gardée aussi et elle tient debout parce que il y a la police de la République et parce qu'il y a l'éducation. C'est quand même dingue de voir en cette rentrée sociale. Je méprise absolument pas le malaise de tous les autres syndicats. C'est pas le problème, ou des chauffeurs. Chacun a sa souffrance, mais c'est quand même fou de voir le désarroi de ces deux professions, le désarroi des policiers. 22 000 policiers dans la rue, c'est énorme. Et moi, je comprends très très bien ce que ça signifie. Alors, vous savez 27 000, vous savez très bien à quel point moi je comprends aussi les gilets jaunes. Je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe par rapport au maintien de l'ordre et à la doctrine, c'est notre affaire. Mais si on regarde que le corps des policiers, ils sont essentiels pour la démocratie. Ces gens sont dans une souffrance inimaginable et surtout inacceptable par rapport à la responsabilité qu'ils ont. Idem pour les professeurs. Donc vraiment, et les urgentistes. Alors, il y a 3 points là de souffrance. Qu'est-ce qu'on fait à part blablabla, parce que c'est blablabla hein, quand même. Moi, je suis passé hier à la manif des policiers. Super, tu as été. Oui, je suis J'ai remonté le boulevard. J'ai remonté le boulevard. D'abord, j'ai été quand même frappé par le fait qu'il y avait des gens qui les insultaient. Ça leur a beaucoup. C'était le même boulevard. Il y avait quelques gilets jaunes. Le même boulevard qu'ils descendaient le 11 janvier 2015, d'ailleurs, ou un de ces boulevards, puisque je vous rappelle à l'époque, absolument tout ce quartier de Paris était paralysé. Et vous vous rappelez qu'on avait applaudi la police. Charlie. Mais il y en a un qui m'a dit, il y en a plusieurs qui m'ont dit quelque chose qui m'a vraiment peiné. Ils m'ont dit, mes enfants, je préfère qu'ils ne disent pas qu'ils sont fils de policiers, parce que quand on leur disait, je leur dis, mais quand même les enquêtes, parce qu'ils parlent toujours de cette question de la considération, on n'est pas aimé, enfin aimé, ils s'en foutent peut-être, mais considérés. Ils sont aimés. Mais les enquêtes justement, on leur d'opinion. montre les enquêtes, on leur dit, vous savez, 70-75%. Je leur dis à côté des journalistes, vous êtes absolument, mais c'est vrai. Votre popularité est immense, c'était tout à fait mérité. Mais eux, ils le ressentent pas comme ça parce qu'ils entendent tout le temps parler de violence policière et ils disent, maintenant,
moi, je préfère que mes enfants le disent pas parce que ça peut être dangereux. Je trouve ça, c'est quand même, j'ai trouvé que symboliquement, c'était vraiment quelque chose de dur. Dans tout ce que l'on est en train de dire, il y a quand même un point commun, je trouve, c'est-à-dire que finalement, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les profs, que ce soit les policiers, finalement, toutes ces professions, le monde médical, toutes ces professions sont victimes de quoi? Sont victimes des politiques qui sont menées, qui ont été mises en place depuis maintenant des décennies, et aujourd'hui qui en paient les pots cassés. Et tout ça a une conséquence quand même qui est assez incroyable, je trouve, enfin importante en tout cas. On parlait de la violence l'an passé quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, etc. Mais aujourd'hui, moi je trouve qu'en cette rentrée, en tout cas 2019, il y a une violence latente, globale, qui est assez incroyable et je me demande par moments sur quoi ça va aboutir réellement. Est-ce que les Gilets jaunes, c'était juste quelque part l'allumette qui a mis le feu? Est-ce que derrière, il va y avoir une explosion? Moi c'est ça que je me demande au quotidien quand je vois, par exemple, la violence sur les réseaux sociaux. On parlait de Rouen tout à l'heure. Mais rendez-vous compte, la violence des échanges sur les réseaux sociaux par rapport à cette histoire de Rouen. C'est de la folie furieuse entre les complotistes, les pas complotistes, etc. Et donc la violence sur quel thème? Oui, sur quel thème alors? Parce que on a l'impression que le gouvernement ne dit pas la vérité, nous cache des choses, etc., etc. Quand les produits arrivent, c'est-à-dire quand les fameux produits chimiques arrivent, la liste, personne n'y comprend rien, donc on a l'impression que ça y est, on rajoute encore une couche. Voyez, ils veulent pas nous dire la vérité, machin. Et cette violence, elle est là en permanence en ce moment. C'est quand même, je trouve, assez inquiétant. François dit que c'est un grand classique, ça c'est quand même aggravé. Non, je suis d'accord. Cette défiance par rapport à la parole. Je suis d'accord. Bien sûr. Non. La défiance par rapport aux politiques, le César ne nous dit rien, César nous ment, mais on accepte l'augure. C'est vieux comme l'humanité. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça se propage à travers les réseaux sociaux. Ça va vite. Ça va très vite. Voilà, c'est probablement la vitesse de notre. On est dans l'ère de la vitesse et dans l'ère de ce que Michel Serres appelait les petites poussettes, c'est-à-dire que maintenant en un tweet avec les doigts, avec les pouces, c'est terminé. Mais quand même, pour revenir à Elisabeth, parce que les policiers, on en a peut-être pas assez parlé. Moi, j'ai été frappé pendant la manif des Gilets jaunes, le jour d'ailleurs où Jérôme Rodriguez a perdu son œil à Bastille. J'étais dans la manif, je regardais, et c'est vrai qu'il y avait un décalage délirant alors entre les manifestants, leurs revendications, leurs souffrances. Souvent d'ailleurs, quand ils rentrent le week-end, leur voisin c'est un policier. Ils habitent dans les mêmes zones pavillonnaires. Voilà. Et je voyais dans leur comment dirais-je, dans leur camionnette là, les policiers en train de manger leur repas. J'en aurais pleuré de ce qu'ils avaient à bouffer. C'était genre pas nouveau, ça. Une demi-barcade. Ouais, mais écoute, alors justement, là où t'as raison, c'est que c'est pas nouveau. Mais il faudrait quand même que ça s'arrête. Là, on a un truc affreux qui s'appelle la RGPP, Révision générale des politiques publiques. En 2010, Nicolas Sarkozy, crac. On a beau nous expliquer qu'il a pas tout à fait enlevé les effectifs. S'il les enlevait, on ne peut pas dans ce pays accepter l'augure que le service public doit être rentable. Si on considère que le service public doit être rentable, l'hôpital doit être rentable, l'éducation, eh bien on a perdu la partie. On a perdu le modèle social français. Si rentable, on considère bien géré en fait. Bien géré, d'accord. Mais le service public n'est pas là pour être rentable. Il est même là parfois pour devoir perdre de l'argent. Oui, je le dis. Mais là, moi j'aime bien quand on fait, si tu veux, comme si ma main droite et ma main gauche n'avaient rien à voir. C'est-à-dire, je veux un service public merveilleux qui ne soit pas. Et en même temps, je veux payer moins d'impôts. Je n'ai pas terminé ma phrase si ça ne vous ennuie pas. Donc je veux un service public. Oui. Je veux un service public génial. Qu'est-ce qui te va bien, ce bijou? Françoise, arrête de faire ça. Arrête de faire ça, on peut pas parler comme ça. Vas-y. Donc, et d'un autre côté, je ne veux absolument pas qu'on augmente mes impôts. Donc il faut à un moment il faut dire aux gens la vérité. La vérité, il n'y a pas de magot. Il n'y a pas un magot dans le ciel, d'accord, que l'État cacherait. Donc Françoise, c'est un peu démagogique de dire tout le temps il faut un merveilleux service public qui échappe à tout critère de rentabilité. Non, je veux dire, je suis navré, on ne peut pas décider tout d'un coup que ça doit échapper. C'est peut-être un grand mot. En fait, c'est la bonne gestion. À l'équilibre, en tout cas. Non, mais à tout, c'est ça, de rentabilité, c'est l'équilibre. Non, pas forcément. Non, mais on ne peut pas échapper à tout critère économique. Ça ne peut pas. Je suis désolé si vous dites, que la santé, que le système de santé peut être déficitaire jusqu'à la fin des temps. À un moment, d'accord, quelqu'un devra payer et ce sera les mêmes. Ce sera le contribuable qui est aussi le patient. Donc soyons un peu aussi raisonnables. Nos services publics peuvent pas être totalement extensibles et répondre à tous nos problèmes. Elisabeth, j'entends ce que tu dis, mais moi, tu peux penser que je suis démago. Moi, je pense que non, pas du tout. Je crois qu'on doit faire des efforts et que ça doit être mieux réparti.
parti. Là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas de cagnotte. Mais je pense que déjà, si on commençait, au lieu de bricoler, et là c'est valable pour tous les gouvernements, le grand ratage de Hollande, c'est la non-réforme fiscale, par exemple. Eh bien, si on commençait, au lieu de bricoler, à remettre à plat la fiscalité et à mieux ventiler, je t'assure que moi, je fais pas partie des gens qui disent je veux payer moins d'impôts. Ça me dérange pas. Je considère qu'autour de cette table, on est quand même, on fait partie quand même de la France qui va plutôt bien. Après, on en pense ce qu'on en veut. Eh bien, je crois que mais ce que je te dis, c'est que moi, je pense que ceux qui vont mieux doivent faire plus d'efforts afin que ceux qui vont moins bien payent et que tout le monde bénéficie. Moi, je suis vraiment de gauche là-dessus. Je pense que la répartition des richesses, elle est mal faite et la répartition des recettes fiscales également, ma chère Elisabeth. Autre sujet, au 0826 300 300. Oui, avec Jamel qui nous appelle de Bourges. Bonjour Jamel. Bonjour Jamel. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Patrick. Oui. Et vous voulez réagir sur Zemmour, Jamel? Oui, je voulais réagir sur Zemmour parce que moi je dis qu'il a tout à fait raison parce que il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donc en fait, ce qu'il critique, c'est pas les musulmans, ce qu'il critique, c'est l'islam. L'islam, c'est vrai. Moi, je connais l'islam. Moi, je suis chrétien depuis 4 ans et j'étais dans l'islam. Il faut voir le cauchemar que j'ai eu pour... voilà, j'ai été persécuté. Il n'y a que dans l'islam où on n'a pas le droit de sortir de la religion islamique. Donc moi j'ai été persécuté, ma famille m'a rejeté. Voilà. Pourquoi chez les chrétiens on a le droit d'être... les chrétiens, on a le droit de sortir de la chrétienté. Mais dans l'islam, on n'a pas le droit de sortir de l'islam. Quand vous dites persécuté, ça veut dire quoi? Les gens vous crachent dessus, ils vous menacent, ils menacent vos enfants. Voilà, moi par exemple, j'ai été en Algérie, j'avais 2-3 Bibles dans ma valise, on m'a confisqué mes Bibles. Oui, ça c'est particulier au pays du monde arabe, ça je suis d'accord. Par contre, quand vous allez en Arabie Saoudite, vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de construire des églises. Par contre, en France, il y a des mosquées. Mais c'est pas le même régime. Mais Jamel, pour bien comprendre, parce que il y a un islam, ce que dénonce Éric Zemmour. Après, on en pense qu'on en veut, mais il dénonce l'islam qui est radical, quoi, et l'islam qui est appliqué en fait avec force. L'islam radical, il y a qu'un seul islam. C'était comme la religion catholique à un certain moment donné. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en fait il y a quelques sièques. Attendez, laissez-moi finir, Françoise. Vous allez pas. Non, mais à un moment donné, bon. Donc après, les musulmans peuvent aussi progressivement faire évoluer aussi leur religion. Il y en a certains qui le vivent en fait d'une autre manière, quoi. Non, vous croyez pas? Oui. Patrick, le Coran reste le Coran. Vous pouvez pas le changer. Le Coran, c'est marqué noir sur blanc. Il faut tuer les chrétiens, les juifs, les musulmans. C'est marqué noir sur blanc. Il faut battre sa femme, c'est marqué noir sur blanc. Jamel, je voulais juste vous dire que sur l'islam, alors sur la question des religions, je crois le connaître un petit peu. Sur l'islam, vous savez, il y a le soufisme par exemple qui pratique pas ça. Donc non, excusez-moi, je voudrais vraiment, on peut pas. Mais bien sûr que c'est le vrai islam. Mais écoutez, le soufisme s'appuie sur le Coran. C'est l'islam mystique, c'est l'islam éclairé. Et Patrick Roger a raison. Allez voir dans les familles catholiques en 1950, si vous rameniez à la maison quelqu'un qui s'appelle. Laissez-moi terminer. Moi, je suis baptisé, donc je connais la Bible également, donc voilà. Je peux vous dire, allez donc dans une famille catholique dans les années 50, vous ramenez avec un copain qui s'appellerait Mouloud en lui disant je vais l'épouser, vous allez voir comment votre famille vous aurait reçu. Attendez, Jamel continue et puis ensuite ils m'ont très bien accepté. Donc non mais ce qui est intéressant, Jamel, on en parlait d'ailleurs avec Samia Ghali qui était invitée en fait hier, qui elle ne se cache pas aussi que dans la communauté, elle est d'origine je crois algérienne en fait aussi. Il y en a certains qui voudraient en fait aujourd'hui que entre guillemets on fasse un peu le ménage, quoi. Non mais ça c'est vrai, entre des radicaux, entre des gens qui veulent prôner en fait autre chose, quoi. Non mais ça c'est vrai. Pourquoi vous avez voulu sortir vous de l'islam, Damien? Moi j'ai voulu sortir de l'islam parce que l'islam c'est une religion violente. Donc moi j'ai emmené mon fils à l'école arabe, à la mosquée. Il se faisait taper dessus par le prof pour lui faire lui inculquer le Coran par cœur. Donc ce qui compte c'est la foi, c'est pas apprendre des mots par cœur. Donc voilà, vous allez dans les écoles coraniques, ils frappent les enfants.
Je frappe les enfants. Voilà, Elisabeth Lévy veut dialoguer avec vous. Moi, la seule chose, d'abord, je comprends très bien la question de l'apostasie que vous soulevez. C'est un scandale qu'on n'ait jamais exigé. On devrait plus en parler. C'est un scandale qu'on n'ait jamais exigé des autorités musulmanes dans le CFCM et dans toutes ces instances de l'islam français, l'acceptation de l'apostasie. C'est un scandale. Moi, je voudrais simplement vous contester peut-être sur une chose, c'est-à-dire, je comprends quand vous me dites c'est dans le Coran. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde arabo-musulman, y compris dans nos banlieues, ce sont les interprétations, disons, les plus stupides, les plus étroites, les plus rigoristes du Coran qui s'imposent et malheureusement qui progressent. Mais je ne crois pas que ça signifie que c'est théoriquement impossible. Les textes, on en fait. Nous faisons un peu ce que nous voulons de nos textes sacrés. Nous n'appliquons pas depuis longtemps ce qui est écrit dans le Lévitique ou d'ailleurs dans toutes sortes d'autres textes juifs et chrétiens qui ne sont pas pris au pied de la lettre. Notre problème aujourd'hui, c'est que disons que c'est plutôt majoritaire. Je ne sais pas, enfin c'est difficile à dire, mais la tendance qui progresse dans l'islam, ça n'est pas celle d'une lecture, disons, d'une interprétation du Coran, c'est celle d'une lecture absolument premier degré. Voilà. Des lectures, tu dois dire, même pas d'une lecture. Juste, je réponds à François sur le soufisme, parce qu'on nous parle tout le temps du soufisme. Parce que je le connais bien, surtout. Je connais les communautés. Parce qu'on va pas faire un débat sur les religions. Non, il faut parler de l'islam tel, justement, il faut parler de l'islam tel qu'il est, tel que nous le voyons aujourd'hui. Et, excusez-moi, les expressions de cet islam qui sont inquiétantes, ma chère Françoise, existent vraiment. Jamel n'a pas tort. Et le poids du groupe, l'intolérance du groupe par rapport à l'individu qui veut s'émanciper. Je vais te répondre parce que j'entends ce que tu dis. Tu vas au Sénégal, qui est un pays que je connais très bien. Ils ont littéralement étouffé leurs musulmans radicaux grâce aux deux grandes communautés soufis qui font masse. La moitié des habitants du Sénégal appartiennent à ces communautés et ces communautés ont complètement étouffé l'islam radical. Donc ça peut fonctionner aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Le Maroc s'appuie aussi sur les soufis pour contenir. Voilà. Contenir, contenir. Merci Christophe Bordet, Jamel de nous avoir appelé, Chantal tout à l'heure aussi, Elisabeth Lévy et Françoise de Gois. Dans un instant, les juges sont-ils politisés? C'est la question que nous vous posons. Vous dites oui, majoritairement, évidemment, sur les réseaux sociaux. C'est très net. Nous allons en parler dans un instant avec Philippe Bilger, qui est magistrat honoraire et puis qui a publié Le Mur des cons, le vrai pouvoir des juges. Maître Gérard Tcholakian, qui est membre du bureau national du syndicat des avocats de France, et Ingrid Dervaux, qui est vice-procureur et représentant du syndicat Unité Magistrats Force Ouvrière. Dans un instant.